Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. Nous serons en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir et nous allons parler du projet HARP, Bluebeam et nous parlerons des énergies libres. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Frédéric Duboulet, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, encore une fois c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors aujourd'hui nous allons parler du projet HARP et Bluebeam. Nous parlerons également cette semaine des énergies libres. Commençons par le fameux projet HARP dont on entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet HARP? Alors le projet HARP effectivement fait beaucoup parler. Alors fait beaucoup parler pourquoi? Parce que c'est une véritable structure, hein. Ce n'est pas des supputations issues d'internet ou d'autres, hein. Mais c'est surtout qu'on ne connaît pas en détail les tenants et les aboutissants de ce projet. C'est-à-dire que on a un petit peu le phénomène de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a la partie visible. Donc là, le projet HARP est censé être mis en place pour faire certaines études. Je vais développer un petit peu après derrière. Hein. Et puis derrière, on a la face cachée de l'iceberg où là, on peut se poser beaucoup plus de questions sur qu'est-ce que véritablement HARP et quelles sont ses interactions avec l'environnement et quels sont derrière l'intérêt de mettre en place une telle structure, parce que c'est véritablement une structure gigantesque et qui a coûté des centaines de millions de dollars, parce que c'est une structure qui dépend des États-Unis. Donc c'est un ensemble d'antennes, hein. Ça fait une grande structure de plusieurs hectares, qui est assez grand, qui est situé à Gakona, en Alaska, avec des sortes d'antennes. Alors pour faire un petit peu de façon schématique, pour que les gens puissent avoir une idée, pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'impression, on voit un petit peu des râteaux qu'on peut trouver sur les toits des maisons pour capter les ondes hertziennes, hein, pour la télé, anciennement la télé, ou c'est la TNT. Mais la forme est un petit peu du même genre, c'est-à-dire qu'on voit plein d'antennes qui sont dirigées vers le ciel, des sortes de râteaux, et qui vont permettre de faire des études sur la ionosphère. Donc c'est l'atmosphère supérieure d'une planète. Ça, c'est la position officielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, HARP est tenu par le gouvernement des États-Unis et se doit quand même de donner des réponses aux personnes qui s'interrogent dessus sur à quoi sert HARP, pourquoi il est mis en place, pour quelles raisons. Donc, officiellement, HARP signifie High Frequency Active Aurora Research Program. Donc, en gros, ça veut dire que c'est des recherches sur les aurores boréales et l'interaction que peut avoir les différents courants magnétiques qui se situent dans l'ionosphère de notre planète. Voilà, ça, c'est la face, on va dire, visible. D'accord. En revanche, il y a beaucoup de chercheurs indépendants ou même de physiciens ou d'experts dans ce domaine-là qui posent plus de questions parce que quel intérêt on a à faire des études. Enfin, c'est pas forcément les études, c'est une chose, c'est-à-dire la recherche ouverte scientifique est toujours intéressante là-dessus, mais quels sont les effets? Voilà, c'est ça, je pense, la question. Quels sont les effets de HARP sur notre environnement et le fait, de balancer, vulgairement parlant, des fréquences comme ça, de type magnéto-électrique ou électronique dans l'atmosphère et dans l'ionosphère de notre planète. C'est là où il y a beaucoup plus de points d'interrogation. Donc le site HARP n'est pas le seul en tant que tel, parce qu'il existe d'autres sites de recherche de ce type-là, qui sont par exemple la station IPA à Porto Rico, la station européenne en Norvège qui s'appelle EISCAT, donc c'est EISCAT, et puis on a aussi la station en Russie, Sura. Donc je dirais que la majorité des structures internationales sont intéressées par ces études-là, parce que derrière, on en prend de plus en plus sur les interactions avec notre planète, et puis tout ce qui peut tourner autour au niveau de l'aspect météorologique, du climat, et de toutes les interactions qu'il peut y avoir avec ça. Donc, je dirais, la HARP n'est pas forcément purement issue des États-Unis. Il y a d'autres études, il y a d'autres structures qui font des recherches là-dessus. En revanche, la structure HARP en tant que telle fait beaucoup parler d'elle,
parce qu'il y a eu des présentations au sein du Parlement européen, parce que l'Europe s'est fortement interrogée dessus, en demandant aux États-Unis de donner un petit peu des éléments, et pas simplement des éléments un petit peu de façade sur les études de HARP, parce qu'encore une fois, il y a des millions de dollars qui sont dépensés, et puis quels sont les impacts avec l'international. Et c'est là où il y a des éléments qui se détachent, parce que certains chercheurs sont très inquiets sur les retombées de HARP, et notamment sur la planète. Vous voyez ? Oui, parce qu'on n'en dit pas toujours du bien du projet HARP. Bien sûr, on n'en dit pas toujours du bien. Il y a une face cachée. Il y a exactement, c'est ce que je disais à l'instant, c'est le côté de l'iceberg, où on ne voit pas le fond de l'iceberg, et quand on sait comment est constitué un iceberg, on sait que c'est beaucoup plus gros sur la partie submergée plutôt que la partie visible. Alors on parle de contrôler le climat, de créer une arme climatique. Oui, bien sûr. Ces interactions-là ont été... Alors, ce ne sont pas forcément des supputations, c'est important, c'est important à le dire. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui, notamment avec les recherches qui se sont découlées de Nikola Tesla, on en parlera un petit peu oui, tout à l'heure. Le scientifique oublié, comme je l'appelle, les études qu'il a faites et les découvertes qu'il a mis en exergue sur l'énergie libre, et toutes les interactions qui s'en découlent, montrent clairement qu'en interagissant avec l'ionosphère de la planète ou d'autres strates des atmosphères supérieures, il est possible d'avoir un impact sur les climats. Il est possible de bouleverser, de changer les climats d'une zone prédéterminée, ou en tout cas préciblée par la retombée de ces hautes fréquences magnétiques. Ça fait un phénomène de miroir où on va propulser dans la ionosphère des éléments de ce type-là, donc différents types de fréquences, qui vont par effet miroir retomber sur la planète et qui vont donc changer et interférer sur les modifications météorologiques d'une zone prédéterminée. Alors on dit qu'on peut détruire en vol des missiles, des fusées, des avions, des satellites. Oui, il y a plusieurs positions sur HARP. Alors après, encore une fois, aujourd'hui, ces éléments-là, on ne les a pas. On ne peut que malheureusement supputer, parce qu'on n'a pas de position et de démonstration, je dirais, officielle. Ouais. Mais il y a la possibilité de détruire en vol des missiles, de mettre hors tension des installations électriques civiles ou militaires, de communiquer aussi avec des distances complètement incroyables avec des sous-marins. C'est-à-dire que l'impact irait tel qu'on pourrait même envisager de recharger des batteries à distance. Donc la transmission de ces informations et de l'électromagnétique peut aller très très loin avec HARP. On peut aller jusqu'à, par exemple, encore une fois, on suppute, provoquer des incendies, des installations industrielles, interdire des communications radio, de scanner le sol, les océans à des très très grandes profondeurs, ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui. Et certains disent même qu'il est possible même d'arriver à manipuler à distance l'esprit des gens, et en tout cas de rentrer en interaction avec l'esprit des personnes. Et le comportement des foules aussi. Exactement, tout à fait. Donc c'est pour ça que ça inquiète beaucoup, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on joue un petit peu, on se prend, sans faire de mauvais jeu de mots, mais on se prend un petit peu pour Dieu, et on joue un petit peu avec des éléments qu'on n'a pas, on n'a pas toutes les clés en main. Voilà. Il y a un livre très intéressant qui est paru en 95 là-dessus, qui s'appelle « Les anges ne jouent pas de cette harpe ». Et justement, c'était pour dénoncer tout ce qui se passait avec HARP, et c'est deux éminents scientifiques qui ont écrit ça pour expliquer que attention, c'était très dangereux et qu'il pouvait se passer beaucoup de choses avec ce type de structure. Alors, le projet Bluebeam, c'est à peu près la même chose, semble-t-il. Alors, le projet Bluebeam découle un petit peu de ce qu'on appelle couramment les théories du complot, où on relègue souvent à ce rang-là, simplement, purement issu imaginaire de certains complotistes, on va dire. Donc le projet Bluebeam aurait pour intérêt de créer des hologrammes qui amèneraient, si vous voulez, à la mise en place, l'établissement de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui le nouvel ordre mondial, la mise en place d'une croyance internationale en fonction des zones et des pays, donc en manipulant un petit peu les images, les croyances, avec ces hologrammes, mettant en place des images du Christ, de la Vierge Marie, pour faire croire à des arrivées, pour faire croire à des apparitions maritales ou à des choses comme ça, pour mettre en place derrière, simuler, en fait c'est une simulation, c'est une fausseté totale, à terme d'une attaque extraterrestre, par exemple. Ça fait partie des possibilités, en tout cas, que serait issu du projet Bluebeam. Donc ça serait dans les prémices de la mise en place et de l'arrivée surtout de ce qu'on appelle, et de certaines croyances, dénoncent comme l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, ce projet Bluebeam, il date de quand ? Alors le
projet Bluebeam, on a des prémices, encore une fois, dans les années 70, 60, 70. Tous ces éléments-là ont explosé littéralement avec la mise en place d'Internet, bien sûr, parce que derrière, l'information se diffuse très vite et se répand de façon totalement exponentielle et a pris beaucoup d'ampleur, je dirais, avec la mise en place des réseaux informatiques à grande échelle. Donc effectivement, on a commencé à parler de plus en plus du projet Bluebeam et on a commencé à montrer certaines images parce qu'on a des fois des apparitions maritales qui peuvent poser de grosses interrogations. Alors de façon générale, ça pose des interrogations parce que est-ce que c'est purement issu de l'imaginaire? Est-ce que c'est des manipulations de type OVNI? Puisque beaucoup disent que les apparitions maritales peuvent être des apparitions d'OVNI. On a l'extrait de l'apparition de la Vierge de Fatima, par exemple, qui a posé beaucoup de points d'interrogation. Et puis certains disent que c'est simplement des manipulations qui peuvent être orchestrées sous forme holographique pour pouvoir conduire un dessin beaucoup plus noir derrière et encore une fois la mise en place d'un certain plan où on n'a pas les tenants et les aboutissants. Oui, mais alors là c'est catastrophique quand même, parce que bien sûr que c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Bien sûr, mais de toute façon, si on regarde bien, si on va à fond dans la théorie du complot et la mise en place de tout ce qui peut s'en découler derrière, les dessins sont très sombres et sont très noirs. C'est majoritairement l'anéantissement d'une grande partie de l'espèce humaine. C'est la mise en place d'un gouvernement unique, international, occulte, je dirais même satanique pour la plupart, et puis c'est la mise en place de l'arrivée de l'antéchrist, ce que les Écritures dénoncent depuis des millénaires et des millénaires. Quand il y a des témoins qui disent « j'ai vu la Vierge, j'ai vu le Christ, j'ai vu des apparitions », donc comment se fier à... Est-ce que c'est la réalité ou alors si ce sont des hologrammes qui sont construits par ces projets? C'est catastrophique quand même. C'est catastrophique et puis c'est encore une fois très difficile à établir en profondeur. Est-ce que c'est véritablement des apparitions d'êtres interdimensionnels qui ont la capacité à venir apparaître devant les gens en interaction avec la matière dense, ce qu'on appelle l'interférence. On avait fait une émission récemment sur les multi-univers et puis les dimensions parallèles de l'espace-temps. Est-ce que c'est des manipulations? Est-ce que c'est des appareils en vol stationnaire dans l'espace qui sont capables de projeter encore une fois sous forme holographique ces éléments-là? Là, je dirais le débat reste ouvert, la question reste posée. On ne peut pas se positionner clairement aujourd'hui. Il y a différentes écoles, encore une fois, qui s'affrontent un petit peu là-dessus. Mais ce qui est un peu, je dirais, inquiétant, c'est qu'il y a quelques années, on disait que les hologrammes n'étaient pas possibles. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. Sauf que il y a un siècle de ça, ces projets et ces techniques n'existaient pas. Oui. Par contre, les apparitions, elles existaient. Bien sûr. Alors encore une fois, attention, vous faites très bien de soulever ce point-là, parce que les apparitions maritales ne datent pas d'il y a une quinzaine ou une vingtaine ou une cinquantaine d'années. Bien sûr, ça date de beaucoup plus vieux, et dans notre histoire, on a des éléments qui démontrent qu'il y a eu ce type d'apparition, alors qu'on en était pas aux prémices de la civilisation, je dirais, j'exagère un peu, mais en tout cas à des années très très reculées dans le temps. La technologie humaine, en tout cas, encore une fois, la technologie humaine n'existait pas et ne pouvait pas clairement permettre de mettre ces choses en place. Mais c'est là on a encore une école qui pourrait s'entendre, défendre la théorie des ovnis, qui aurait ces capacités technologiques et qui manipulerait un petit peu dans l'ombre l'espèce humaine à travers des possibilités que pour nous semblaient complètement utopiques à l'époque et qu'on commence à posséder aujourd'hui. Oui, quelque part, ça me fait penser à la création des crop circles. Ça peut être des possibilités, en tout cas des technologies, utilisées pour la création des crop circles, donc aujourd'hui qu'on n'a pas forcément, en tout cas qu'on ne connaît pas dans les détails, et ça peut être utilisé pour faire d'autres choses aussi, bien sûr, c'est une possibilité. Encore une fois, on reste dans le flou. Là-dessus, on reste dans le flou parce qu'on n'a pas, c'est beaucoup de supputations, encore une fois, c'est des domaines où lesquels on a des théories qui peuvent s'entendre parce que ça pose des questions. Aujourd'hui on parle du nouvel ordre mondial, on voit bien que la majorité des grands de ce monde, des grands politiciens de ce monde en parlent de plus en plus, donc on est quand même en droit de se poser la question, de se dire peut-être que encore une fois ce qu'on appelle les conspirationnistes, alors on les voit de façon très péjorative, mais les conspirationnistes n'ont pas forcément tort, parce qu'on voit des discours complètement hallucinants, complètement incroyables, qui sont tenus par des grands politiciens, des chefs d'État, comme notamment George Bush père, qui a tenu un discours dans les années, il me semble que c'était dans les années 80, j'ai plus la date en tête, devant le Parlement des États-Unis, en expliquant que pour regrouper les gens sous une même bannière, il faudrait une attaque extraterrestre de l'extérieur pour que les choses puissent se mettre en place. Vous voyez ? Ah oui.
Ah oui, ça va très très loin. C'est pour ça justement. Moi, c'est ce qui m'a au début. Je pense que j'étais un petit peu comme tout le monde. J'avais un petit peu du mal avec ces théories-là. Et puis, je m'y suis intéressé. Je suis rentré un petit peu plus dans les détails. Et on se rend compte qu'il y a des phénomènes et des éléments totalement troublants. Des positions, encore une fois, politiques, de la part récemment de notre ancien président, M. Sarkozy, qui défendait corps et âme la mise en place du nouvel ordre mondial. C'est pas étonnant non plus. Mais quand c'est plus étonnant, c'est quand que ce soit des partis opposés, de droite ou de gauche chez nous, ou démocrates, républicains par exemple aux États-Unis, qui tiennent les mêmes discours. Ouais. Alors, sous une forme un peu cachée, mais le discours de fond est toujours là. Il y a toujours ce terme qui revient de façon récurrente, le nouvel ordre mondial, ou une nouvelle bannière mondiale. Enfin voilà, c'est un peu déguisé, mais c'est quelque part le gâteau. Enfin le gâteau, il va être difficile à digérer, hein, je le dirai tout de suite. Mais c'est la même chose derrière, voilà, qui se cache. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du Miroir. Nous parlons du projet HARP, Bluebeam et des énergies libres. Si ce ministre parlait d'attaques extraterrestres, en même temps, quelque part, il reconnaît qu'il y a des extraterrestres alors. Oui, bien sûr. Quelque part, il l'avoue. C'était le président en exercice. Oui. Des États-Unis en exercice à l'époque. Donc oui, bien sûr, il l'avoue de façon un petit peu cachée, mais c'est encore une fois son discours. Alors on peut le trouver très très facilement. Hein, c'est un véritable discours qu'il a tenu. C'est Bush. Oui, c'est Bush père. Hein, Bush père. Bush père était donc à l'époque des guerres qu'il y avait eu dans la guerre du Golfe et compagnie. Et il tient un discours complètement incroyable. Enfin, on dirait même l'impression que le discours est un peu décousu parce qu'on comprend pas trop ce que vient faire là ces éléments-là, quel rapport il y a avec d'autres discussions en cours là-dessus. Vous voyez ? Donc c'est quand même très interrogatif. Et puis encore une fois, quand on tombe dans le passé, qu'on voit que ce que voulait par exemple imposer Hitler, c'était quoi ? C'était un nouvel ordre mondial aussi. Tout à fait. C'était c'était son cheval de course, c'était son appellation. Plus dans le passé, plus on plonge dans notre histoire, plus on se rend compte que les grands empires qui se sont succédés voulaient toujours imposer une sorte de nouvel ordre mondial. Vous voyez ? Donc la question, c'est est-ce que dans l'ombre, dans l'invisible, il n'y a pas une manipulation aussi pour la mise en place de ce type de structure ? C'est ce que dénonce le projet Bluebeam, c'est ce que expliquent plutôt ceux qui défendent la théorie du projet Bluebeam, c'est-à-dire donc la mise en place de ce nouvel ordre mondial par manipulation, donc holographique, c'est-à-dire faire croire aux gens que c'est le retour du Christ, que c'est le retour de la Vierge Marie ou je ne sais quoi autre, qui correspondent encore une fois à leur vision des choses, parce qu'en fonction du pays, les images holographiques ne seraient pas les mêmes, pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus noir derrière. En tout cas, je pense que c'est quand même très intéressant de regarder en détail ces éléments, de s'y plonger, et c'est là qu'on se rend compte que les conspirationnistes n'ont pas si tort que ça sur certains éléments. On va pouvoir citer aussi le 11 septembre, où il y a énormément de zones d'ombre qui tournent autour. Le 11 septembre ferait partie d'une étape du plan pour la mise en place, justement, de ce nouvel ordre mondial, encore une fois, occulte, satanique et totatalement despotique. Oui, et puis le dernier attentat, là, de Boston. Là, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Moi, de plus en plus de personnes m'envoient des choses et des éléments très, très interrogatifs sur ces éléments qui se sont malheureusement produits à Boston récemment. Que faut-il en penser aussi bien du projet HARP que de ce projet Bluebeam aujourd'hui ? Encore une fois, je pense que on peut s'y intéresser, on peut trouver des éléments percutants, mais on n'aura pas le secret des dieux. Voilà. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer, c'est sûr, ça va se passer comme ça va se mettre en place. Il y a, par exemple, il est arrivé dans les années 70, un jeu de cartes qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, et c'est un jeu de cartes qui dénonce ce qu'on appelle les Illuminati. Aujourd'hui, les Illuminati, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est important de le dire, parce que beaucoup de gens mettent ça sous le couvert qu'il suffirait d'être franc-maçon pour être Illuminati. Vous voyez, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
Voilà. Il y a la franc-maçonnerie a fait des choses très positives pour notre pays, parce que la franc-maçonnerie est une grosse structure. Elle n'est pas une structure purement française, c'est une structure internationale. Encore une fois, parce que l'utilisation des symboliques ésotériques sont les mêmes. Mais c'est un peu mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est ce que je voudrais quand même prévenir un peu les gens, de faire un peu attention à ça, et ne pas forcément croire que tout le monde veut le malheur. Vous voyez, j'ai des amis, personnellement, j'ai des amis qui font partie de cette confrérie-là, qui sont des gens très très bien, voilà, qui œuvrent toute la journée pour le bien et pour faire connaître certaines choses, vous voyez, et qui ne sont pas du tout là-dedans, clairement. Je pense qu'il faut faire la part des choses, c'est important. Il faut pas voir tout blanc, tout noir, et c'est pas forcément tout est néfaste, tout est négatif. Parce que à nourrir la peur, on devient la peur. Tout à fait. C'est aussi l'histoire des égrégores. Et derrière, il y a un moment donné, à parler de conspiration toute la journée, on voit un petit peu, comme je dis souvent, des reptiliens à chaque coin de rue. Parce qu'il y a aussi l'histoire des reptiliens qui rentrent dans la ligne directive de la conspiration. On va finir parano sur cette planète. Ah oui, on peut, mais c'est le risque. Et alors c'est le risque et c'est le danger premier de rester là-dedans, c'est que on en devient parano, bien sûr. On en devient parano, on voit le mal partout, on commence à plus vouloir sortir de chez soi. Alors je vulgarise bien sûr, mais c'est dangereux. Mais encore une fois, c'est parce qu'on nourrit des énergies de peur, on nourrit ces éléments-là qui quelque part vous reviennent à la figure. Et derrière, vous voyez le mal de partout. Voilà, c'est la dangerosité. Donc je pense qu'il est important, intéressant de regarder ces éléments et de les étudier. Mais comme tout, il faut faire la part des choses. Il faut utiliser son propre sens critique surtout. Et derrière, il faut se détacher un petit peu de tout ça. Et moi, personnellement, je ne préfère pas nourrir ces énergies-là. C'est ce que je dis. Je préfère nourrir d'autres énergies qui, elles, m'apporteront personnellement beaucoup plus de choses plutôt que l'ensemble de ces énergies occultes et néfastes. Vous voyez ? Alors on nous pose souvent la question, qui sont les Illuminati justement ? C'est un peu flou dans la tête des gens. Oui, bien sûr, c'est flou parce qu'aujourd'hui sur Internet, on voit encore une fois, vous savez, Internet c'est très bien, mais il y a un peu à boire et à manger. Il y a beaucoup à boire et à manger, voilà. C'est clair. Et on ne sait pas trop exactement tous les détails et tout ce que c'est que ça. Donc les Illuminati sont un petit peu une étiquette générale pour dénoncer un ensemble de choses sous couvert, pardonnez-moi, de la conspiration, et tout le monde met un peu tout ça dans le même sac. Mais les Illuminati seraient une structure dont les plus grands de ce monde, donc le cartel financier, le cartel par exemple bancaire, économique, politique et tout ce que vous voulez, feraient partie en secret pour travailler ensemble pour la mise en place justement de ce nouvel ordre mondial. Le problème des Illuminati, c'est que quelque part, du moment où on voit, alors parce que le symbole des Illuminati est une pyramide avec un œil. Oui, c'est ça. Un sommet. Mais du moment où vous allez voir une pyramide avec un sommet détaché, c'est des Illuminati. Vous voyez ? Alors que pas du tout, parce que ce symbole est un symbole vieux comme le monde, et à l'origine, il signifie la véritable Trinité. Et donc, en fait, la position de Dieu par rapport à, je dirais, entre guillemets, c'est un peu schématique, mais l'espèce humaine. C'est très simple. On va, par exemple, à la cathédrale à Albi, qui se situe dans le Tarn. Oui, très jolie cathédrale d'ailleurs. Oui, une très très belle cathédrale, et qui date des années 1800 quelque chose, je crois, de mémoire. Vous avez à l'intérieur l'œil avec la pyramide détachée. Vous voyez, à l'époque, parce que les Illuminati à l'origine découlent des Illuminés de Bavière, qui était une structure qui s'est créée donc dans la Bavière et qui par la suite ont pris possession des autres structures type franc-maçonnique par exemple pour pouvoir imposer leurs idéaux. C'était ça, l'histoire des Illuminati de Bavière, et qui par la suite se sont fait démanteler parce que les instances en place ont découvert le complot. Et donc par la suite ça s'est perduré, ça s'est maintenu, et leur symbole est devenu universel, alors que c'est un symbole qui est vieux comme le monde, et que à l'époque de la cathédrale d'Albi, quand elle a été faite, je donne l'exemple de la cathédrale d'Albi, plein d'autres, les Illuminati de Bavière n'existaient pas, par exemple. Vous voyez, ils étaient beaucoup plus vieux. C'est exactement le même exemple avec la croix gammée. La croix gammée des nazis est un symbole hindouiste à l'origine, qui date même de l'époque du sanskrit, donc qui est très 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 vieux, de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, et qui est un symbole tout à fait différent, mais que les nazis ont récupéré et ils l'ont assis sous leur propre bannière. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est de la déformation, c'est de l'utilisation. Alors, on peut considérer comme énergétique quelque part, parce que c'est un symbole énergétique très puissant. La croix gammée est un symbole très très puissant qui veut dire beaucoup de choses, mais qui a été détourné et qui a été utilisé
utilisé à mauvais escient. On a un peu le même phénomène avec la croix. Aujourd'hui, la croix est utilisée par les chrétiens ou les courants associés à des courants chrétiens, catholiques et autres, parce qu'elle est censée être le symbole universel de la chrétienté. Mais il faut savoir qu'à l'origine, les premiers chrétiens, le symbole c'était le poisson. Il y a beaucoup d'ailleurs, vous verrez beaucoup par exemple derrière des voitures, des chrétiens qui ont un poisson, qui ont action à l'arrière du véhicule. D'accord. Parce que le véritable symbole des premiers courants chrétiens est le poisson. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra développer plus tard, qui est très intéressant aussi. Et par la suite, il est devenu la croix. Donc, encore une fois, vous savez, les symboles et je dirais, les symboles n'ont de pouvoir et de signification que celle qu'on veut bien leur donner. Exactement. Donc, c'est encore une fois la même chose. C'est pour ça que pour en revenir sur les Illuminati, c'est pas parce que vous allez voir un triangle avec un sommet détaché que forcément, ça sera les Illuminati. Voyez. Parce que après, le problème, c'est que les gens voient un peu, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils voient des Illuminati partout. Et voilà, c'est ça. Mais c'est complètement ahurissant. Enfin, moi, je le vois sur Internet. Des fois, il y en a certains, ils les voient à chaque coin de rue, quoi. Votre voisin va en être un, Alain, vous voyez. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Il suffit que votre voisin se cache l'œil, parce que c'est un symbole, le symbole de se cacher un œil. Bon, c'est très compliqué. Je pourrais développer, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission particulière dessus. On aura peut-être l'occasion d'en faire une, qui est très intéressant là-dessus, sur les liens historiques et tout ce qui découle de ça. Mais du moment où quelqu'un va se cacher un œil, et ça va être un Illuminati. Va falloir que je fasse attention. D'appartenance. Va falloir que je fasse attention. Voilà, exactement. Donc pas forcément du tout. Non, je rigole. Un artiste, oui, faites quand même attention si votre voisin se cache un œil. Mais vous voyez, il y a certains artistes que je connais qui n'ont rien à voir avec ça et qui l'ont fait, alors soit par le fun, soit parce que ils avaient besoin pour le marketing de faire une chose. Enfin bon, vous voyez, voilà, c'est pas forcément pour ça que ce sont des Illuminati. Bien sûr. Voilà. Le problème de l'Illuminati, du symbole, de l'appellation Illuminati, c'est que c'est un fourre-tout. On y met tout dedans, et c'est même souvent, malheureusement, tout et n'importe quoi. Parce que les gens n'ont pas forcément les connaissances, n'ont pas les connaissances historiques associées, et n'ont pas ces éléments-là, et mettent un petit peu, sous couvert de ça, disent un peu tout n'importe quoi là-dessus, qui est dommage, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie de Frédéric Duboulet d'Au-delà du miroir. Nous parlons du projet HARP, Bluebeam et des énergies libres. Alors pour terminer, nous allons parler de Nikola Tesla et des énergies libres. Oui. Quelles sont-elles ces énergies libres et qui était Nikola Tesla? Alors ça c'est quelque chose qui est totalement incroyable. Aujourd'hui, je suis très étonné, je suis même énervé, ça m'énerve, ça fait partie de beaucoup de choses qui m'énervent un petit peu sur cette planète. Comme moi. Avec celle-là, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Tout à fait. Mais les découvertes de Nikola Tesla et ce qu'il a mis en adéquation et ce qu'il a démontré sont tout simplement subjugantes et complètement incroyables. Pourquoi ? Parce qu'il a démontré que on pourrait bénéficier d'une énergie libre, ce qu'on appelle l'énergie libre, sous couvert de quelques structures technologiques, mais qui ne vont pas non plus chercher très très loin, et on pourrait bénéficier d'une énergie qui est présente de partout, strictement n'importe quel endroit, n'importe où sur la planète, et qu'on pourrait condenser, récupérer pour faire marcher certaines choses. Alors mettre en place des moteurs, faire tourner je ne sais pas quel type de machine, vous voyez. Et en tout cas, on aurait cette énergie et on ne serait plus tributaire de ce qu'on appelle les énergies fossiles, comme le pétrole ou l'électricité ou d'autres types d'énergie en adéquation avec ça. Donc Nikola Tesla, qui était un chercheur, un éminent chercheur croate, qui est mort donc dans les années 1943 à peu près par là, a été à l'origine de, je crois, 700 brevets déposés sur les études qu'il a faites, dont beaucoup ont été attribués à Thomas Edison. Donc ça c'est important de le rappeler, malheureusement pour lui, parce que Nikola Tesla, comme je l'appelais tout à l'heure, c'est un peu le génie oublié. Voilà, il est passé complètement à l'as au niveau du grand public à son époque, et pourtant, pour vous donner l'impact, l'importance de ce personnage,
c'est que le courant alternatif, c'est Nikola Tesla, vous voyez. Oui, tout à fait. C'est lui qui l'a découvert, c'est lui qui l'a mis en exergue et c'est lui qui a démontré ses performances beaucoup plus avancées que le courant continu, par exemple. Donc lui, il est passé complètement à l'as et c'est Thomas Edison qui a tout récupéré. Ça ne serait pas la première fois dans l'histoire que ça arrive. Bien sûr. C'est même fréquent, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il a démontré, c'est que en arrivant à capter un potentiel électronique, l'électromagnétisme, qui est présent de partout autour de nous, qu'on ne perçoit pas forcément comme ça, on est capable de créer une énergie électrique qui va être réactive et qui va pouvoir engendrer derrière des mouvements. Donc qui va pouvoir alimenter des moteurs, qui va pouvoir créer des choses comme ça. Donc voilà le véritable explication de ce qui s'est découlé par exemple des premiers alternateurs derrière, de la naissance des réseaux électriques et de la distribution au courant alternatif par exemple. Donc les découvertes de Nikola Tesla sont véritablement révolutionnaires en tant que telles, parce que aujourd'hui, ça voudrait dire que n'importe quelle personne, et notamment par exemple les pays pauvres, pourraient bénéficier de cette technologie-là, pourraient bénéficier de cette énergie, qui est parfaitement gratuite. Et c'est là où on rentre en ligne de compte, encore une fois, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la conspiration, parce que Nikola Tesla a été relayé au banc des ignares, on va dire quelque part, et toutes ces découvertes, en tout cas, ont beaucoup intéressé l'armée de l'époque. Alors on a l'impression que toutes ces énergies libres, ces technologies propres sont dans des cartons et que les lobbies, faut dire ce qui est, les lobbies empêchent ou freinent justement l'émergence de ces énergies libres. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que les conspirationnistes n'avaient pas tort, n'avaient pas forcément tort, parce qu'il y a des choses qui sont issues de la conspiration, c'est une évidence. Les découvertes de Nikola Tesla ont été récupérées par l'armée. L'armée clairement a dit vous inquiétez pas, monsieur Tesla, vos découvertes nous intéressent fortement. Tu m'étonnes qu'elles les intéressent. avec le potentiel derrière qu'il y a et les découvertes qui s'en sont issues, dont notamment l'histoire de HAARP, parce que HAARP est directement issu des découvertes de Nikola Tesla. Alors, même si couramment HAARP est affilié à Bernard Estlund, qui serait l'inventeur de HAARP, les prémices de HAARP sont directement issues des découvertes de Nikola Tesla, vous voyez. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est quand même dans la panade, on a des problèmes climatiques importants qui s'accentuent d'année en année, la planète est complètement polluée, que ce soit les rivières ou la mer ou la terre. Comment se fait-il que on ne prend pas conscience et on continue, on appuie sur le champignon et on y va, on va droit dans le mur et on n'essaye pas de corriger ce qui va pas? Mais parce qu'on veut pas. Oui, mais là c'est grave quand même, on est tous concernés de toute façon sur cette planète. C'est pour ça que je disais que les conspirationnistes n'avaient pas forcément tort, vous voyez, parce que derrière, il est évident qu'il y a quand même une conspiration des lobbies, ça c'est une évidence, je veux dire, ça il faut l'avouer, il faut appeler un chat, il y a une conspiration des lobbies en place pour maintenir leur pouvoir et surtout la dépendance des peuples sur l'énergie. Aujourd'hui, si l'énergie libre viendrait à être développée, vous savez, quand on a envie, on fait. Quand on veut faire des choses, on les met en place. Je pense que nos pays disposent assez de milliards d'euros qu'ils investissent chaque année soit dans l'armement, soit dans les guerres, ou dans d'autres projets de ce type-là, alors qu'ils pourraient les mettre ailleurs et qu'on pourrait régler en une fraction de seconde beaucoup de problèmes. Il suffirait que l'énergie libre soit développée, soit mise en place, et elle pourrait bénéficier à tout le monde, mais on n'a pas envie de ça. Parce que derrière, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de Total, ça veut dire qu'on n'a plus besoin, je ne sais pas de quelle autre structure ou de lobbying qui maîtrise ces ventes, parce que les gens en sont dépendants. Et l'énergie nucléaire? Et l'énergie nucléaire, bien sûr, l'énergie nucléaire, tout à fait. C'est ça le gros problème. C'est que du moment où vous mettez en place l'énergie libre, toutes ces structures-là disparaissent. On n'en a plus besoin. Parce que n'importe qui dans son salon, je dirais, peut bénéficier de l'énergie libre. Parce que l'énergie libre est partout. Elle est présente de partout, à n'importe quel endroit de la planète. On pourrait, par exemple, mettre en place des pompes qui iraient chercher de l'eau dans les pays d'Afrique. Vous voyez, grâce à l'énergie libre. Mais ça, derrière, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? C'est ça la question. Est-ce que ça va pas exploser tout ça? Est-ce que ça, parce qu'on peut pas continuer comme ça. De toute façon, tout le monde le dit, tout le monde s'en aperçoit maintenant. Aujourd'hui, c'est la catastrophe assurée. Donc, est-ce que ça va pas exploser du jour au lendemain? Un jour ou l'autre, ça reviendra à l'équilibre, parce que par défaut, la vie est faite à l'équilibre. Donc, elle remettra son équilibre en place. Et vous savez, la planète aura que faire de l'espèce humaine. Ah oui, tout à fait. C'est là-dessus. Ça, c'est sûr. Dans quelques siècles, quelques millénaires, peut-être. Peut-être même avant, Peut-être même avant. Peut-être même avant. On sera peut-être plus là, mais la planète, elle, continuera à être ici. Vous voyez ?
Il y a bien dans notre histoire nombre de fois où il est passé des déluges, où il y a eu aussi des bouleversements climatiques très importants sur la planète par l'intermédiaire de rencontres avec des grands corps stellaires aussi. Ça, on a les éléments, on le sait. Donc c'est pas reconnu encore une fois officiellement, mais des fois on se demande ce qu'officiellement on reconnaît quand même. Oui, pas grand-chose. Hein. Exactement. Donc bon, et c'est vrai que c'est énervant, c'est très énervant parce que on nous bassine derrière en disant non mais il faut faire des efforts, il faut mettre ça en place, on va développer les éoliennes. Alors ça c'est pour moi c'est un non-sens technologique les éoliennes. C'est très bien, ok, mais ça paraît complètement dérisoire par rapport aux possibilités, notamment de l'énergie libre et d'autres types d'énergie qui sont associés, vous voyez. Donc ça paraît complètement utopique. Tout à fait. Parce qu'il va falloir installer 150 ou 200 éoliennes sur je ne sais pas combien d'hectares pour réussir à produire une puissance énergétique qui n'est pas non plus très très élevée. De toute façon, les éoliennes, il faut peut-être les employer d'une manière ciblée. Oui, mais vous voyez, pour moi, aujourd'hui, c'est un non-sens technologique. On pourrait développer l'énergie libre, si on ferait des études sur l'énergie libre, on développerait des alternateurs, des puissances associées à l'énergie libre qui pourraient répondre beaucoup mieux à nos besoins et qui, encore une fois, sans aucun risque et surtout, sans aucune pollution. Parce que c'est ça aussi, le principe, c'est que la plupart de nos énergies sont polluantes, et très très polluantes, notamment l'énergie nucléaire. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est une catastrophe pour l'environnement, vous voyez. La Terre est une poubelle, hein. Ah bah complètement. Ouais. Même l'espace maintenant autour de nous. L'espace est une poubelle, la Terre est une poubelle, les océans sont des poubelles. Exactement. Non mais de toute façon l'équilibre reviendra. Il y a un moment donné où quand on aura trop de déséquilibre, l'équilibre se recréera et se remettra en place. Donc il vaut mieux pour l'espèce humaine qu'elle se réveille, qu'elle prenne conscience de l'impact sur l'environnement, son environnement qui lui permet de vivre, parce que c'est quand même l'environnement qui l'accueille, qu'elle ferait mieux de respecter et qu'elle ferait mieux de se positionner un petit peu sur ses modes de consommation et ses modes de fonctionnement pour pouvoir perdurer dans le temps tout simplement, et pour les générations qui vont arriver. Mais je pense qu'on y est déjà. Hein. On commence à y être, on commence à voir les prémices, bien sûr. Ouais, on y est même bel et bien, hein, parce qu'il y a des retombées au niveau maladie. On voit bien que les gens se portent de moins en moins bien, hein, contrairement à ce que le gouvernement peut dire. On vit beaucoup plus longtemps, etc., etc. Oui, on vit beaucoup plus longtemps. Si déjà on a de l'argent, on est malade, donc voilà. Si on est dans un environnement à peu près acceptable et si on a les facilités pour se nourrir correctement et intelligemment. Bien sûr. Voilà, à part ça, non, on vit pas plus longtemps. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies. C'est une vérité. Hein. De toute façon, la majorité des produits manufacturés, industriels qu'on consomme nous rendent malades. C'est ces produits qui nous rendent malades. Alors ça aussi, c'est complètement hallucinant. Aujourd'hui, on voit des publicités à la télé promouvant le fait d'enlever certains produits. Vous voyez ? Ouais. Donc, il n'y a rien qui dit que ces produits sont néfastes, mais on les enlève. C'est quand même incroyable, ça. Tout à fait. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quand même dingue. Derrière, aujourd'hui, faut arrêter, on s'en rend bien compte. Je pense que vous en avez parlé largement le nombre de fois avec Sylvie Simon, sur aussi les vaccins, sur tout ça, qui font qu'on est quand même en droit de se poser beaucoup de questions. Quand on voit les impacts, quand on voit les études médicales qui sont dissimulées, qui sont cachées, sur les conséquences de toutes ces choses-là. Vous voyez ? Est-ce qu'on en a terminé sur les énergies libres ? Je pense qu'on pourrait faire des grands sujets, mais bon, après, il faudrait être aussi des spécialistes. En ce domaine-là, moi, je me prétends pas du tout être spécialiste. C'est des sujets qui m'intéressent, donc forcément, je les étudie. Je pense que tout le monde devrait les étudier. Mais vous savez, aujourd'hui, par exemple, moi qui travaille dans une entreprise quand même de haute technologie, vous parlez de Nikola Tesla, personne ne le connaît. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est quand même incroyable. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que derrière, quand vous en parlez un petit peu, vous leur expliquez ce que c'est que l'énergie libre, qu'est-ce que c'est que l'impact de cet électromagnétisme et de ce qui peut en découler. Les gens se disent c'est pas si mal que ça. Donc il faudrait plus de gens qui s'y intéressent. Encore une fois, c'est comme tous les sujets. Je pense qu'il est important, c'est des fois, c'est bien aussi d'éteindre sa télévision, de se plonger dans un bon livre ou de faire ses recherches par soi-même. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, à Monaco, ils s'intéressent beaucoup à toutes ces techniques et à ces énergies libres. Bien sûr. En Principauté de Monaco, ils sont très actifs là-dessus. Hein. Bien sûr, mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais vous savez, beaucoup de gouvernements doivent être très intéressés. Et encore une fois, comme l'armée à la pu l'être à l'époque de Nikola Tesla, sur les études qui sont menées là-dedans et puis surtout ce qu'il en découle. Mais encore une fois, malheureusement, pas tout le temps à bon escient. Parce que souvent, on va chercher à faire des armes, on va chercher à obtenir plus de puissance. Oui, tout à fait. Voilà.
Alors Frédéric, toutes ces informations-là, de toute façon, on les retrouve sur votre site, Au-delà du miroir. Le lien est sur la page podcast vidéo, Fréquence Évasion. Pas de problème, la clé du mystère. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre dossier. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et puis encore une fois, donc moi j'encourage les gens à faire leurs recherches, ça c'est vraiment essentiel, très important, que les gens utilisent leur esprit critique, qu'ils aillent regarder un petit peu d'eux-mêmes, et puis ils vont voir que tous ces éléments-là sont devant nos yeux, quoi, tout simplement, et puis il faut s'y intéresser. À la semaine prochaine. Merci beaucoup encore Alain de votre invitation, et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.